Donc, on passe à la troisième présentation. Donc, j'appelle professeur Gillet. Qui est chef du service des urgences et pédiatre infectiologue au CHU de Lyon, qui va nous parler des arthrites qui représentent une vraie urgence. Donc, l'arthrite est une urgence. Donc, la parole est à vous. Merci. Donc, effectivement, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup moins d'enfants, parce que ce sont des pathologies qui restent assez rares malgré tout. Alors, c'est un peu paradoxal, en fait, parce que si vous regardez la plupart des traités de médecine, l'arthrite, notamment l'arthrite septique de l'enfant, est toujours traitée comme une urgence. Vous avez toujours des phrases dans le style « peut détruire une articulation en quelques jours ou quelques heures même ». Et en fait, je pense qu'il y a une vraie confusion. D'une part, une confusion entre la lésion articulaire qui, effectivement, la lésion radiologique est quelque chose d'extrêmement fréquent, et d'autant plus fréquent que la radio fait des progrès. Donc plus les radios sont précises, plus on voit des choses qu'auparavant on ne voyait pas. Mais ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est forcément irréversible, surtout chez l'enfant. L'enfant bien nourri, il grandit et il reconstitue. Donc en fait, avoir des lésions articulaires, oui, c'est banal, mais des lésions irréversibles, des destructions d'articulation, c'est très exceptionnel. Et puis, on parle d'urgence, d'accord, mais de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une urgence thérapeutique? Il faut les remettre le plus vite possible des antibiotiques. C'est comme ça que c'est perçu dans l'esprit de beaucoup de gens. Est-ce que c'est une urgence diagnostique ou est-ce que c'est une autre urgence? Et encore moins souvent, on indique le degré d'urgence. Est-ce que c'est une urgence? Bien oui, il faut s'en occuper, d'accord, mais on a quelques heures devant soi pour réfléchir. Ou est-ce que c'est une urgence vitale immédiate? Et si c'est relatif à quel point? Est-ce que c'est quelques heures? Est-ce que c'est parfois quelques jours? Et un point qui n'est jamais marqué nulle part, parce que c'est très difficile à mesurer dans une étude, c'est finalement, si on se presse trop, quelles conséquences? Et en fait, quand on regarde bien le cas général des arthrites de l'enfant, le plus souvent, c'est une présentation subaiguë, boiterie fébrile, simple impotence. Bon, souvent, on a une notion de traumatisme, et puis en fait, on a une impotence importante alors que le traumatisme est bénin. Des signes locaux avec des prédominances cutanées, dermo-hypodermite. Est-ce que derrière, il y a une arthrite ou pas? On ne sait pas trop. Et puis, en fait, chez l'enfant, il y a un nombre de diagnostics différentiels qui est assez nombreux. Les arthrites inflammatoires, les synovites de hanche, le rhume de hanche, des arthrites réactionnelles, sans parler du RA. Les arthrites chroniques inflammatoires, type arthrite chronique juvénile, le RA, il arrive ici. Les hémarthroses post-traumatiques, éventuellement avec des traumatismes minimes sur une hémophilie mineure, et pourquoi pas des hémopathies malignes, etc. Donc, en fait, le plus souvent, dans le cas général, l'arthrite n'est pas une urgence. En tout cas, pas une urgence au sens urgence vitale immédiate thérapeutique. C'est une urgence relative et une urgence, à mon sens, essentiellement diagnostique, et j'irai même plus loin, stratégique. On en parlera tout à l'heure si on a le temps. Donc, en fait, l'évaluation initiale pour savoir si on est dans le cas, encore une fois, exceptionnel de la vraie urgence, c'est comme d'habitude une évaluation essentiellement clinique. Alors, le contexte, un rappel, une arthrite de l'enfant, c'est une bactériémie. Il y a très peu d'arthrite par inoculation directe chez l'enfant. Donc ça veut dire que si on a une bactériémie, est-ce qu'on est dans une situation où la bactériémie en elle-même pose problème? Bon, on sait que le nouveau-né, c'est un problème. L'immunodéprimé, notamment asplénique, on n'aime pas trop qu'il soit bactériémique. L'enfant drépanocytaire, parce qu'il risque d'en mettre à des endroits, et notamment au niveau osseux ou articulaire, et que ça aggrave les choses. Mais bon, en dehors de ces situations-là, je vous rappelle que chaque fois qu'on se brosse les dents, on est bactériémique. Donc, ce n'est pas forcément toujours une urgence vitale immédiate. Et puis après, il y a la clinique. Est-ce que c'est une grosse articulation? Est-ce que c'est une petite? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Bon, si on ne sait pas trop, c'est que ce n'est pas très aigu, probablement. L'intensité et l'acuité des symptômes, et puis la tolérance générale, et après les germes suspectés. Alors le contexte, j'en ai déjà un peu parlé, je vais passer rapidement. Donc il y a deux types d'urgences. L'urgence bactériologique, parce que ce ne sont pas forcément des germes habituels. On peut avoir d'authentiques arthrites du nouveau-né, avec des bactéries à gram négatif, avec le strepto B, c'est le plus fréquent, d'autres entérobactéries.
On peut avoir aussi des germes nosocomiaux, notamment les enfants hospitalisés en néonat. On peut avoir des staph aureus, des staph coag-négatifs, du capitis, etc. Donc ce n'est pas forcément des bactéries très, très habituelles. Et puis, c'est des bactériémies chez un enfant immunodéprimé. La question, ce n'est pas tellement l'arthrite. Il est bactériémique. Il faut être sûr qu'il n'en a pas mis dans son cerveau, ou en tout cas autour. Donc l'APL est quasi obligatoire. Bon, une petite difficulté aussi, lorsqu'on fait une PCR os, on a l'impression d'être très moderne, sauf que la PCR os, c'est pour le grand enfant et l'adulte. Pour le nouveau-né, ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas les bons germes. Donc, en fait, dans le contexte, l'arthrite du nouveau-né, c'est une urgence, oui, mais pas du tout pour l'arthrite. Pour tout le reste, la priorité, à mon sens, c'est est-ce qu'il a un sepsis, est-ce qu'il a une méningite. L'arthrite, on verra après. L'immunodéprimé, la splénique, on est un peu dans la même logique. L'enfant drépanocytaire, j'en ai parlé aussi, il est immunodéprimé. Il a des germes particuliers. On a notamment des arthrites ou des ostéoarthrites à salmonelle qui sont assez rares dans d'autres situations. Le plus souvent, il est sous antibiotiques parce qu'il est recommandé de traiter les drépanocytoses précocement. Mais bon, c'est certainement une bonne idée. C'est une antibiothérapie pneumococcique dans un premier temps, même si l'enfant est vacciné. Je vous rappelle que les vaccins pneumocoques, même les plus larges, c'est que un petit nombre de sérotypes par rapport à l'ensemble des sérotypes possibles et que les immunodéprimés, les aspléniques, les drépanocytaires, ils ne font pas les mêmes sérotypes que les autres. Donc les vaccinations les protègent moins bien. Alors, l'urgence. Donc, la clinique, puisqu'il n'y a que ça, théoriquement, les grosses articulations sont plus graves. Mais en fait, ce n'est pas forcément plus urgent parce que souvent, le diagnostic est plus facile. On le voit, il y a une impotence franche, gonflement, etc. Donc la prise en charge, elle est souvent plus simple. Il y a la question diagnostique, est-ce qu'on ponctionne ou pas? Mais en dehors de ça, ce n'est pas forcément beaucoup plus grave. En revanche, les éléments qui vont être suspects face à une arthrite, c'est une présentation très brutale, très aiguë. Je vous ai dit, l'arthrite de l'enfant, habituellement, c'est quand même la présentation subaiguë. Donc quelque chose qui est très brutal, attention. Une atteinte marquée de l'état général, normalement c'est une infection focale, donc si on a une atteinte marquée de l'état général, des signes de sepsis, voire de choc, c'est forcément quelque chose de potentiellement grave, donc je ne vais pas vous faire un cours sur le sepsis. Et puis la discordance entre l'atteinte de l'état général et des signes locaux relativement pauvres, c'est toujours alarmant, et c'est le plus souvent lié à la présence de toxines. Alors, quelques mots sur les toxines. Les germes des arthrites, staphylocoque, streptocoque, ce sont des germes qui intrinsèquement sont capables de produire des toxines. Et lorsqu'il y a une arthrite, c'est les conditions favorables puisque c'est des lésions à fort inoculum. Donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir les toxines. Il faut juste que le germe soit capable de les produire. Les toxines, vous avez deux types de toxines, soit des toxines à toxicité locale, c'est la PVL, on va en parler, soit ce qu'on appelle les super-antigènes. Alors un super-antigène, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se compare avec un antigène. Un antigène normal, vous stimulez votre système immunitaire, vos lymphocytes T, à peu près un clone, donc 0,1% des lymphocytes T. Un super-antigène, ça stimule de façon non spécifique, et donc vous avez une stimulation jusqu'à 30% des lymphocytes T. Donc c'est jusqu'à 2 à 3 000 fois plus intense comme stimulation inflammatoire. Ça explique toute la gravité des symptômes. Donc, présentation clinique, ce sont le plus souvent des sujets jeunes. Diarrhée, nausée, myalgie, ce n'est pas spécifique. Ce qui va évoquer les super-antigènes, c'est l'association d'une infection focale et d'un rash scarlatiniforme. En fait, c'est une scarlatine, mais ce n'est pas une angine, c'est une arthrite. Une scarlatine sur une arthrite, c'est toujours grave, d'autant plus s'il y a une instabilité hémodynamique. Globalement, les arthrites avec une atteinte importante de l'état général, des signes extra-articulaires, notamment digestifs, une éruption cutanée, c'est toujours une urgence vitale, parfois une urgence vitale immédiate, notamment s'il y a un choc. Un petit memento, le choc toxique streptococcique, c'est plus grave que le purpura fulminans. 50% de décès pour le choc toxinique, 30% seulement, entre guillemets, pour le fulminans. L'autre toxine qui peut poser problème, la PVL, c'est une toxine, cette fois-ci, qui a une toxicité locale, qui va nécroser les tissus et qui va donner essentiellement des infections cutanées. C'est des abcès, des furoncles, des abcès cutanés primitifs. C'est extrêmement fréquent dans les furoncles. Toxine relativement rare en Europe, 5% à peu près des souches de staph doré. Il est probable que plus il fait chaud et plus il y a de l'humidité, plus cette toxine est présente. On n'a pas de données vraiment, mais clairement, il y a plus de situations d'abcès primitifs, etc. dans les pays chauds.
Donc les infections articulaires, en fait, on n'en est pas beaucoup occupé jusqu'aux années 2000 à peu près. Et on s'est aperçu que ça donnait des infections extrêmement spécifiques, avec des arthrites associées à des sepsis graves, des thromboses septiques, des localisations viscérales et une extension extrêmement importante localement. Donc ça vous donne des tableaux comme ça. Au départ, ça commence par une arthrite du genou qui va descendre sur l'ensemble du tibia avec des abcès cutanés, des parties molles, etc. Donc, en conclusion, les arthrites de l'enfant, le plus souvent, c'est pas grave, enfin si c'est grave, mais c'est pas urgent, en tout cas pas urgent immédiatement. Le plus souvent, l'urgence, c'est d'élaborer une stratégie. Est-ce qu'on peut avoir le germe par les hémocultures ou par une ponction? Est-ce que l'arthrite est ponctionnable? Est-ce que sur le plan thérapeutique, c'est des antibiotiques seuls ou une prise en charge chirurgicale? Mais c'est vraiment ça qui est urgent, c'est de déterminer ce qu'on va faire. Et souvent, il est urgent d'attendre parce qu'on n'a pas le chirurgien sur place, etc., etc. Le degré d'urgence, c'est uniquement la clinique. On a déjà parlé, je passe. Les signes de gravité, c'est forcément une prise en charge hospitalière. C'est plus grave qu'un purpura fulminans. Ce sont des arthrites de réanimation. Même si l'arthrite en elle-même, ce n'est pas une infection normalement qui va en réa, celles-là, elles doivent y aller. Parce qu'il faut une prise en charge globale, pas simplement l'antibiothérapie, une prise en charge hémodynamique, une discussion très rapide de drainage chirurgical parce que ça permet de diminuer l'inoculum. Mais attention, il y a un risque anesthésique majeur. Vous endormez un enfant qui est vasoplégique, qui a une atteinte cardiaque et qui a une hypocalcémie le plus souvent. Donc tout ce qu'il faut pour qu'il fasse un problème lors de l'anesthésie. Donc l'antibiothérapie, elle est urgente. C'est l'association classique, c'est amoxiclav, linézoline, mais peu importe. Mais surtout, c'est une prise en charge globale, réanimatoire, urgente. Et l'antibiothérapie n'arrive qu'en complément de tout ça. Je vous remercie de votre attention. En 10 minutes, ce n'est pas facile. Merci, professeur Gillier, pour votre excellente présentation, donc, qui touche un sujet qui est vraiment qui me tient à cœur, puisque je suis chirurgien pédiatre. Donc là, pour connaître l'urgence, quand faut-il hospitaliser, quand faut-il drainer? Donc là, vous avez pu répondre à la question. Donc l'urgence, c'est d'abord établir une stratégie, hospitaliser, et puis réfléchir par la suite. Ce qu'on n'arrête pas de dire aux résidents et internes. Donc là, c'est comme ça qu'on peut sauver des articulations de la destruction de ces toxines qui sont méchantes. Donc là, je passe la parole à la salle, si vous avez des questions, des remarques. Il faut réfléchir si on a le temps. Oui. Souvent au cabinet, on a des enfants qui viennent pour une boiterie sans fièvre, mais ils sont très peu symptomatiques. Des fois, je me dis que je laisse attendre un petit peu 1 semaine à 2 semaines. Si la clinique est parlante, je fais un bilan. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut faire un bilan systématique? Une boiterie qui n'est pas fébrile, l'enfant peu symptomatique. La question, est-ce qu'on peut attendre pour traiter? Clairement, oui. Est-ce qu'il faut attendre pour réfléchir? Moins. Parce que souvent, on a des rhumes de hanche. Souvent, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que cet enfant, il doit avoir une évaluation clinique. Si l'évaluation clinique a été faite avec rigueur, il n'y a pas forcément besoin de bilan tout de suite, mais il y a besoin d'une surveillance rapprochée. Donc c'est là où je parle d'urgence stratégique. C'est-à-dire, la première question, c'est est-ce que chez cet enfant, je peux attendre, oui ou non? Et la réponse est oui le plus souvent. Mais il faut s'être bien posé la question, je n'ai pas de signe de gravité, je n'ai pas une dégradation de son état. Un rhume de hanche, normalement, s'il se repose, il s'améliore ou il se stabilise. S'il se dégrade, si la fièvre apparaît, moi je pense qu'on peut attendre dans beaucoup de situations, mais à condition d'attendre de façon réfléchie. On ne peut pas dire il faut attendre pour toutes les arthrites. La plupart, on peut, à condition de s'être bien poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des signes de gravité? Est-ce qu'il y a des signes d'atteinte extra, etc. Mais c'est vrai que l'absence de fièvre est souvent un élément extrêmement rassurant, on est bien d'accord. Mais de là à dire c'est tous un rhume de hanche, la majorité c'est des rhumes de hanche, sauf ceux qui n'en sont pas. Et toujours, le rhume de hanche, c'est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire à la fin. Donc on ne peut pas le mettre au début. C'est clair, mais c'est un diagnostic d'exclusion qu'on peut porter qu'au bout d'1 semaine. Donc c'est difficile.
On peut aller en phase aiguë, on peut, à mon sens, pas porter de diagnostic autre que suspicion de rhume de hanche. Ça ressemble à. Mais quelqu'un qui dit c'est ça, il est très sûr de ses erreurs. Merci professeur. J'ai juste une petite réflexion par rapport à ça. Le fait, c'est vrai qu'on a le temps de réfléchir par rapport à ce qu'on doit faire, notamment pour le traitement d'une arthrite septique. Le problème, c'est d'abord, est-ce qu'on a pensé à l'arthrite septique? Je contextualise un petit peu parce que comme on reçoit des enfants avec la notion de traumatisme, vous l'avez bien précisé, et donc parfois on traite comme traumatisme par des anti-inflammatoires alors qu'on n'a même pas pris la peine de prendre la température du bébé ou d'examiner les différentes articulations. Et deuxième des choses, c'est on a une automédication, notamment beaucoup d'usages d'antibiotiques sans prescription même médicale. Et là, même si l'enfant a de la fièvre, parfois ça perturbe un petit peu le tableau clinique et on n'a pas l'aspect classique d'une arthrite inflammatoire. Est-ce qu'il est septique ou non? Moi, je me pose la question, quand d'abord on se pose la question, est-ce que c'est une arthrite septique? C'est déjà, pour moi, c'est une étape très importante de la démarche diagnostique. Et c'est justement par ça qu'on doit commencer. Je me pose la question, est-ce que c'est une arthrite septique ou non? Et je réfléchis tout doucement pour ce que je dois faire, ponction, pas ponction, typothérapie, quelle stratégie thérapeutique, comme vous l'avez bien précisé. Maintenant, si j'élimine une arthrite septique, j'ai tout mon temps pour réfléchir à d'autres types d'arthrite inflammatoire, rhume de hanche, tout le reste. Voilà, merci. Mais même si je ne l'élimine pas, on a tout son temps dans la plupart des cas, à condition d'avoir fait une bonne analyse clinique, mais vous avez tout à fait raison. L'important, l'urgence, c'est de l'évoquer. On est bien d'accord? La difficulté, c'est qu'on apprend à traiter des mots, on apprend à traiter des maladies, et vous lisez tous les topos sur les arthrites, on vous explique que c'est une urgence. Donc, le médecin jeune peut expérimenter, il fait arthrite, il met le traitement. Et là, à mon avis, il a tort. Quant à l'automédication des antibiotiques, je pense que s'il devait y avoir une décision de santé publique dans le monde, ça serait faire tout ce qu'on peut pour lutter contre ça. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, hein, les antibiotiques, c'est des résistances dans tous les cas, et les résistances bactériennes sont responsables de plusieurs dizaines de milliers de morts par an dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers. Un antibiotique donné à tort, c'est pas « oh, ça lui fera pas de mal ». C'est « oui, ça va lui faire du mal », à lui ou à toute sa communauté. C'est totalement scandaleux qu'on ne puisse pas avoir un minimum de recul sur la prescription des antibiotiques. Encore une fois, c'est des morts, sauf qu'on ne les voit pas. C'est après, c'est d'autres, c'est transmissible. Oui, on a vu beaucoup d'arthrites purulentes chez le nouveau-né lors des examens qu'on faisait systématiquement pour le Guthrie. Oui. Est-ce que vous en voyez encore pour ces pratiques? Et deuxième question, vous avez parlé des causes nosocomiales. Quels sont les germes les plus incriminés pour nosocomiales? Alors la première question, donc les Guthrie, effectivement, alors c'est plutôt des ostéites, notamment des ostéites du calcanéum. On a essayé de faire en sorte que les conditions d'asepsie soient suffisantes. Notamment, il faut bien expliquer au personnel qu'un antiseptique, c'est un temps d'attente entre le moment où on l'applique et le moment où on fait le geste. Et ce temps, c'est de 30 secondes. Donc moi, j'ai un peu éduqué mon équipe à compter à haute voix jusqu'à 30 avant de commencer les gestes. Je peux vous garantir que les jeunes, ils les regardent comme ça. Parce que 30 secondes, c'est très long. C'est très court quand on parle, mais quand on attend avec l'aiguille à la main, c'est très très long. La deuxième question, les germes nosocomiaux, c'est tellement variable. Ça dépend de l'écologie locale, ça dépend des situations. Le plus souvent, c'est quand même... Alors, le côté particulier de la néonatologie, c'est les germes de la néonate, donc des staphylocoques à coagulase négative, notamment du staphylocoque capitis, qui est vraiment le staphylocoque du nouveau-né. Un peu de staph doré, parfois un peu de gram négatif, mais c'est vraiment surtout ces staphylocoques cutanés.
Pour les plus grands, le plus souvent, c'est dans des histoires de chirurgie, notamment chirurgie orthopédique. Et là, c'est un inventaire à l'après-vert, il y a tout et n'importe quoi. Soit des germes cutanés, s'il n'y a pas trop de lien ou de contact avec les selles, soit des germes d'origine digestive, notamment chez les patients qui sont encore porteurs de couches, qui ont des chirurgies du rachis, etc., surtout avec du matériel. Mais là, on est sur des trucs que les pédiatres connaissent très très mal. Moi, le premier, en général, je vais demander à mes collègues d'adultes qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est vraiment très 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 difficile. Mais pour le nouveau-né, c'est essentiellement des germes de la peau. Dernière question. Merci beaucoup pour votre topo. Bon, je voulais vous poser une question sur le switch de la voie veineuse à la voie orale concernant l'antibiothérapie. Il y a un énorme gap entre la réflexion orthopédique, qui généralement le message c'est au bout de 2-3 jours d'antibiothérapie par voie parentérale, on peut passer à la voie orale, et la réticence énorme des réanimateurs, pédiatres, en disant ben non, il faut minimum 2 semaines, voire 3 semaines d'antibiothérapie. Mais c'est ça, je pense que la réponse est entre les deux. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a des recommandations concernant ce switch? Alors, dire qu'il y a très peu d'études vraies sur le relais oral. Ça n'existe quasiment pas. Il faut raisonner pharmacocinétique. La différence entre le patient de réanimation et le patient lambda, si j'ose dire, celui qui est en réanimation, souvent il ne mange pas. Donc il a des capacités d'absorption qui sont un peu moins bonnes. Donc ce n'est pas complètement illogique de ne pas prendre un relais oral trop vite. Néanmoins, à partir du moment où on a une absorption digestive correcte, qu'on a une évolution clinique qui est satisfaisante, la plupart des antibiotiques, s'ils sont donnés comme il faut par voie orale en faisant attention à l'observance, ils ont une absorption qui est largement suffisante pour couvrir notamment une infection ostéo-articulaire. Donc les durées fixes, dire voilà, c'est tant de temps on y va et puis après on prend un relais oral, en fait la tendance actuelle, moderne, c'est de dire mais on suit la clinique. Celui qui reste instable, celui qui est toujours en réa, instable, en choc, avec des volumes de distribution délirants et qui ne mange pas parce qu'il est incapable de manger, ben celui-là, on va le laisser par voie intraveineuse. Celui qui a pyrétique au bout de 48 heures et qui n'a plus du tout de symptomatologie douloureuse, ça ne sert à rien de continuer par voie intraveineuse. Mais on aime bien les recettes de cuisine, notamment dans l'antibiothérapie, donc il nous faut des recommandations avec des durées. Je ne connais aucune étude, à part l'angine et la pneumonie avec les études de Ron Nagan, sur les durées d'antibiotiques. En fait, on fait des choses complètement au pire. La tendance, c'est réduire les durées relais oral précoce, malgré tout. Pour tout. Merci, professeur Gillet, pour votre excellente intervention.